C'est une question un peu dure. Moi, j'ai adoré mon mandat au Parlement européen. Et vraiment, je pense que c'est le plus beau des mandats. Donc, je ne reviendrai pas sur ce thème. Après ça, on fait partie, moi je suis membre du Parti socialiste, je suis à la disposition de mon parti qui a considéré qu'il fallait que j'aille au combat sur une circonscription réputée difficile et qu'il fallait aussi aider à l'arrivée du changement en France. Ce que j'ai fait, comme j'ai du mal à faire les choses à moitié, je l'ai fait à fond sur un territoire que je connais. Et donc j'ai été élu avec 54,4% des voix, ce qui est un score honnête. Et en fait, quand j'ai appris mon élection, retour des résultats en préfecture, ma première pensée a quand même été que je quittais le Parlement européen. Donc je n'ai pas eu une joie énorme du gain à l'époque de cette circonscription, qui était en soi depuis maintenant très longtemps à droite. J'ai eu un décalage entre l'émotion ressentie dans la salle et ma propre émotion, parce que je savais que je quittais le Parlement européen. J'avais beaucoup appris, je m'étais spécialisée sur les sujets budgétaires que j'adorais, entourée d'une très bonne équipe, et puis un environnement multiculturel qui est vraiment passionnant. Et par ailleurs, puisque je suis germaniste, j'avais de bonnes relations avec la délégation socialiste allemande qui, il faut le reconnaître, a eu du mal à admettre, même si maintenant on se revoit et qu'ils viennent à l'Assemblée dans quelques semaines, et qui a des liens d'amitié très forts, mais qui a eu du mal à admettre que je puisse partir du Parlement européen, où en effet les choses se font. Donc moi je suis une adepte de ce mandat, et à tous ceux qui auraient la chance de pouvoir un jour être député européen, je les invite à vivre cette expérience importante. Donc voilà. Simplement dire que quand je suis venue à l'Assemblée nationale, j'ai eu une exigence, entre guillemets, c'est de pouvoir être membre de la Commission des affaires étrangères, qui est la commission qui traite au fond des sujets européens, et d'être membre de la Commission des affaires européennes, parce que au-delà de tout le reste, je souhaite vraiment m'investir là-dedans. Et puis le Parti socialiste m'a nommé secrétaire national aux politiques européennes, ce qui pour moi était aussi une chose extrêmement importante. Sur le budget, je pense que c'est un bon compromis pour la France dans le contexte, j'y reviendrai, et c'est un assez mauvais compromis pour l'Europe. Le contexte est tel que François Hollande, si on regarde en termes chiffrés sur ce que nous n'aimons pas, nous, pro-européens, c'est-à-dire le juste retour, le taux de retour pour la France des politiques européennes, les choses sont plutôt préservées, puisque notamment sur la politique agricole commune, avec un budget en baisse de 40 milliards sur la période, on arrive nous à avoir des aides directes aux agriculteurs qui seront en baisse de 3%, même la profession agricole a salué les efforts qui ont été faits. Même si moi je suis toujours un peu modéré sur la grille de lecture des Français qui pensent, parfois même sans trop savoir pourquoi, mais c'est vrai qu'on a tous un peu intégré dans nos gènes qu'il faut une bonne négociation sur une politique agricole commune pour avoir une bonne négociation budgétaire. Et de fait, c'est un peu ce qui s'est traduit. On a obtenu aussi la mise en place de la catégorie des régions intermédiaires sur les fonds de cohésion, et qui était un sujet moi qui me tenait particulièrement à cœur, parce qu'on avait travaillé beaucoup au Parlement européen avec l'Assemblée des régions de France et le comité des régions, et c'était un amendement que j'avais déposé lors de la commission Chour, qui était la commission parlementaire qui envisageait les perspectives du futur CFP. On l'avait déposé avec Frédéric Dardenne, qui était député européen belge. Donc ça, on a obtenu ça. Simplement, c'est un budget en baisse, et qui finalement est à l'image de ce qui est devenu l'Union européenne, c'est-à-dire des batailles d'argent, de juste retour, une absence de négociation des rabais, notamment envers les Britanniques. L'idée que le budget européen soit en baisse ne va pas, contrevient à mon sens à des politiques de croissance et de relance que nous souhaitons. Donc clairement, si j'avais été parlementaire européen, membre de surcroît de la commission des budgets, je pense que j'aurais suivi Lamassoure dans son indication de vote contre. Même si on a bien compris que les éléments de flexibilité permettraient d'obtenir certainement un peu plus. Moi, ce que je pense, c'est que François Hollande, dans le contexte qui était le sien, et d'isolement, parce que c'est la droite européenne qui est majoritaire au financement du projet européen, il n'a même pas été fait état d'une révision du système de ressources propres, et pour être une passionnée, une partisane de l'axe franco-allemand, il faut quand même regretter
que Angela Merkel ait plutôt soutenu David Cameron que la vision plus ambitieuse défendue par la France. Moi, je pense qu'il faut négocier vraiment le budget sur le maximum de ce qu'on pourra, parce que il ne s'agit pas de mentir aux gens. Le cadre financier pluriannuel, il fige les politiques de 2014 à 2020. Donc, ce qui est d'ailleurs pas sans poser un vrai problème de légitimité, parce que les élections en 2014 amèneront un Parlement européen qui finalement commencera à négocier les perspectives d'après 2020, donc qui lui va s'inscrire dans un cadre qui est complètement fermé, même si la majorité devait changer et était favorable sur le fond à une augmentation, y compris théorique, substantielle du budget, il y aurait vraiment des difficultés institutionnelles à pouvoir le faire valoir, même si là, il y a une révision qui est envisagée à l'horizon 2016, je crois, c'est dans la négociation. Moi, je pense qu'il faut relancer l'Europe des grands projets et la financer. Donc il faut trouver un nouveau modèle de ressources, en particulier ressources propres, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une impasse dans les discussions entre des bénéficiaires nets, des contributeurs nets. Il y a ceux qui reçoivent et qui disent on veut recevoir de plus en plus, oui, on a besoin de plus en plus, et ceux qui donnent et qui disent nous on a des contraintes aussi financières, on veut donner de moins en moins. Et là il y a une impasse qui fait que si on ne change pas de logiciel, là pour le coup je vois mal les choses. Quand vous parlez d'Europe des grands projets, ça veut dire une Europe qui, pour ces grands projets-là, qui ne ferait participer que les États qui sont d'accord pour aller vers ces grands projets. Moi je pense qu'il faut aller... C'est un vrai sujet. Moi je vais vous dire, j'étais assez défavorable aux procédures de coopération renforcée. Et d'ailleurs j'ai posé une question au gouvernement sur un pré-conseil à Bernard Cazeneuve, quand il s'est agi de discuter de l'opportunité ou pas d'avoir un budget européen pour la zone euro. J'y étais à titre personnel assez défavorable. Quand je vois comment les choses tournent, si Cameron confirme que c'est lui qui mène la danse au plan européen, moi je ne sais pas de quelle Europe on fait à 28 demain avec la Croatie, avec des budgets en baisse, des élargissements qu'on négocie coup par coup. Je ne vois pas comment on intègre des politiques. Or aujourd'hui on a besoin de politiques intégrées. Et pour le coup, la démonstration du CFP est en train de me faire changer un peu d'avis sur la question des procédures de coopération renforcée. On a l'impression... Clairement, si le Parlement européen vote l'accord dans une espèce d'une confusion politique, parce que en gros la Massour par exemple qui crie souvent très très fort sur la question budgétaire et qui plie aussi vite qu'il a crié fort, nous explique que finalement tout ça est mauvais. Sur le mode, François Hollande a mal négocié. Or, il se trouve que c'est le parti, le PPE, qui a négocié cet accord. Donc à un moment, il y a une espèce de confusion politique. Si le Parlement européen là prend ses responsabilités et dit, ce qui n'est pas à ce stade acté, voilà, nous considérons que c'est un mauvais accord parce que nous assumons le fait de vouloir des politiques plus intégrées, mieux financées, là peut-être. Mais si le Parlement européen, comme c'est encore une option aujourd'hui, valide l'accord, parce que l'histoire du vote à bulletin secret, enfin, où est-ce qu'on est, moi je veux bien qu'il y ait une pression telle des États sur les parlementaires européens, mais alors là il faut vraiment s'interroger de savoir quel est le rôle du Parlement européen. On a toujours voté, nous, en conscience sur ces questions-là. Si, en conscience, les parlementaires européens disent « ce budget ne correspond pas à toutes les résolutions que nous prenons année après année », là, peut-être qu'on peut avoir un rééquilibrage des choses. Si c'est validé d'un coup d'un seul, en effet, c'est qu'il y a un petit abandon sur la question budgétaire, dont moi, je pense, à titre personnel, qu'elle est l'instrument de toutes les politiques. J'ai noté une phrase que vous avez dite en commission des affaires européennes qui m'a beaucoup plu. Et quelques secondes après, vous m'avez énormément déçu. Alors, je vais vous la relire. En tant que parlementaire français, je suis jalouse des prérogatives du Bundestag en matière d'infléchissement éventuel des politiques gouvernementales. Dans les négociations au sein du Conseil européen, comment envisagez-vous, Monsieur le Ministre, le renforcement des prérogatives du Parlement? Et ensuite, vous dites, nous avons tous conscience que si chaque pays procédait de la sorte, cela empêcherait tout fonctionnement collectif et démocratique à l'échelle des 27. C'est vrai. Et alors là, je suis à la fois surprise et déçue. Parce que pour moi, justement, le fait que le Parlement national n'ait pas son mot à dire sur la politique européenne, pour moi, c'est ça qui fait échec à la démocratie en Europe, premièrement. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi
les Allemands auraient droit à un système démocratique et pas moi. Non mais alors, je me suis peut-être mal fait comprendre. Moi je dis simplement, je confirme ce que j'ai dit d'ailleurs, mais peut-être dans l'interprétation. Ce que j'ai voulu dire, c'est que aujourd'hui, même si c'est pas vraiment un mandat impératif, mais Merkel, elle est, alors je parle même pas de la cour de Karlsruhe, elle va chercher une forme de mandat de négociation avant les conseils européens auprès du Bundestag. Ce qui fait qu'aucun parlementaire responsable au Bundestag ne peut s'épargner d'un investissement sur les sujets européens, clairement. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, on le voit, ils sont beaucoup plus européanisés que nous ne le sommes ici dans cette Assemblée, même si je crois que l'appel d'air avec de nouvelles générations va, en tout cas je l'espère, changer un peu la donne. Le vrai sujet, c'est la question là-dedans du Parlement européen. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Bundestag qui mène la danse, si on regarde bien les choses clairement. Merkel étant extrêmement puissante au plan européen, elle arrive forte d'un mandat avec ses parlementaires, elle négocie, et c'est vrai qu'on sent une forme de cohérence allemande, alors qui est peut-être très brutale, parce que le SPD dit, nous des fois on a un avis un peu différent, puis jamais on a les moyens d'exprimer, ce qui est aussi un autre sujet. Mais nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit Merkel au motif qu'elle a toute la légitimité démocratique pour le faire, et que nous, on a l'impression que, en comparaison, nos gouvernements négocient un peu en catimini et viennent nous expliquer derrière ce qu'ils ont fait, nous expliquant de toute manière qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ça, c'est un vrai sujet. Donc on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Donc soit le Bundestag, et ça ne se produira pas, revient un peu sur un mode plus européen, c'est-à-dire on recentre le sujet démocratique vers le Parlement européen, ce qui était plutôt l'intention des Français, même si elle n'est pas toujours bien perçue. Ça, c'est un premier sujet. Ou alors, il faut que chacun des parlements nationaux s'investisse plus. C'est un peu ma position, en vous disant d'entrée de jeu que sur la question, par exemple, de la conférence interparlementaire, pour avoir vécu quelques conférences interparlementaires, notamment en matière budgétaire au Parlement européen, je ne crois absolument pas à la valeur démocratique de la conférence interparlementaire, parce que si on se parle franchement, on désigne 2-3 parlementaires qui vont siéger pour notre pays, qui globalement n'envoient jamais les mêmes parlementaires, parce que c'était quand même comme ça que les Français se distinguaient. Alors ça peut changer, le changement c'est maintenant, donc j'imagine que ça va changer, mais je trouve qu'il n'y a pas, la démocratie ne passe pas par une conférence interparlementaire de 3 députés qui vont aller s'intéresser à Bruxelles une fois tous les 6 mois pour écouter la messe de Schulz, Barroso et Lamassoure et consorts. Donc ça, je ne crois pas du tout à ça. Donc moi, c'est soit on renforce complètement les pouvoirs du Parlement européen et on dit voilà quelle est ta légitimité, et on suscite une légitimité aussi démocratique sur la désignation de la Commission, parce que le triangle institutionnel est ainsi fait qu'il faut plus de démocratie dans sa représentation, ou alors, et je ne dis pas que j'ai oublié cette option, en tant que parlementaires français, nous devons demander à être plus saisis vraiment sur le fond des dossiers européens, et pas simplement saisis pour se donner bonne conscience, et c'est un peu le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait échec justement à ce renforcement du Parlement national? On s'est déjà renforcé. Non mais attendez, on a des débats pré-conseil, on a maintenant des débats post-conseil européen, ce qui, d'après ce qu'on nous dit... Il n'y a pas de mandat impératif. Non, il n'y a pas de mandat impératif, mais enfin, comme Rome ne s'est pas fait en un jour, j'imagine que tout ça va venir. C'est-à-dire que là, quand même, nous arrivons à avoir nos ministres de référence qui viennent nous expliquer quelles sont les grandes lignes du Conseil européen, ce qu'ils vont défendre, comment nous on perçoit les choses, et qui nous rappellent les éléments de contexte. Alors, c'est souvent réduit aux députés des affaires de la Commission des affaires européennes. Enfin, malgré tout, je trouve que c'est une avancée. Vous avez eu des débats pré-conseil à l'heure des questions au gouvernement. Quand même, voilà, une popularisation aussi de ces sujets. On n'en est pas encore dans la discussion pied à pied d'un mandat de négociation, mais moi j'aspire à ce que les choses, à partir du moment où le Bundestag ne changerait pas de braquet, il n'y a aucune raison qu'il le fasse, et si le Parlement européen reste un peu handicapé de ce point de vue parce que les pressions des uns et des autres s'exercent, parce que on menace, on voit bien, là le Conseil européen nous dit il y a déjà le CFP, alors que derrière le Parlement européen a possibilité de bloquer, donc il faut que là tout le monde hurle en disant mais attention il y a le Parlement européen, et qu'est-ce qui se passe derrière? La Commission va refaire une proposition, ils vont renégocier, on sera au 12e provisoire, et à un moment, ça se finira par une décision du Conseil européen. Donc, à partir du moment où les choses ne sont pas plus établies que ça à ce stade, je pense qu'il faut que les parlements nationaux... voilà. Et puis ça rentrera un langage plus européen, quotidien, chez des parlementaires nationaux qui sont, eux, en contact beaucoup plus direct avec la population. Enfin, je pense qu'il y a là quelque chose
à construire autour de ça. Est-ce que vous pensez que ça fonctionnait mieux en termes de prise de conscience des parlementaires nationaux sur les questions européennes lorsque c'était des parlementaires nationaux qui allaient siéger au Parlement européen? Je ne veux pas faire... vous êtes très jeune et plus jeune que moi, mais j'ai pas connu... C'est vrai que ça semble incongru d'être et parlementaire national et parlementaire européen, notamment quand on voit le temps nécessaire et l'énergie nécessaire à l'élaboration de la norme européenne. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas compatibles. Ce qu'il faut, c'est certainement revoir l'organisation entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut caler sous un mode à définir. Je pense qu'il faut être un peu inventif et qui, pour moi, ne peut pas être la conférence interparlementaire. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un pas suffisant vers une association réelle, je trouve, des parlementaires nationaux. Donc il faut revoir ce mode-là. Puis certainement plus parler avec nos parlementaires européens. Parce que, généralement, les parlementaires européens sont à Bruxelles et à Strasbourg et on leur parle assez peu. Tout ce qu'on peut faire autour de tout ça, c'est quand même le vrai sujet de la réciprocité commerciale. Oui. Alors après, on peut faire du transatlantique, on peut faire du cas par cas, mais notre vrai sujet aujourd'hui, il est d'ouvrir en réciprocité nos marchés avec les marchés des pays tiers. Et de faire en sorte que les Allemands, en l'occurrence, acceptent d'ouvrir une négociation sur une véritable réciprocité commerciale. Parce que comme vous le savez, les Allemands sur des marchés notamment extrêmement puissants comme le marché chinois, très peu ouverts, mais quand ils s'ouvrent un peu, ça représente quand même des sommes colossales. Sur ces marchés, les Allemands sont très bien positionnés, donc ne sont pas des fervents partisans d'une demande d'une réciprocité commerciale au plan européen, comme nous l'a expliqué entre les lignes le commissaire de Gucht. Donc nous, ce qu'on dit, c'est réciprocité commerciale. Quand on voit que les États-Unis n'ouvrent pas ou quasiment pas leur marché public, ou je crois à 10 ou 15%, et que nous les ouvrons à 90%, non, il y a un moment, les choses se voient. Enfin, ce qui peut peut-être être supporté par temps économique favorable, temps de croissance, etc. Là, ça devient absolument insupportable, y compris aux entreprises françaises. Voilà. Donc, BRIC, c'est bien qu'elle fasse ça. C'est bien qu'on relance aussi la diplomatie économique. Mais c'est vraiment bien, alors là, sur les sujets européens, qu'on s'inquiète de la réciprocité commerciale. Parce que négocier tant de bagnoles contre tant de poissons, etc., c'est fini. Quoi. Donc il faut quelque chose de plus clair pour les citoyens. Aujourd'hui, voir comment la Ve République a évolué, enfin, et là, se demander si le saut institutionnel en France n'est pas aussi nécessaire. Vous avez un président qui est élu, un gouvernement et un programme qui a été validé par une majorité de Français et un Parlement à qui on demande de soutenir le programme mis en place. C'est un vrai sujet et notamment nous avons des discussions importantes avec nos ministres sur la liberté nécessaire donnée aux parlementaires d'amender, même quand les amendements ne sont pas tout à fait dans la ligne, entre guillemets, gouvernementale. Et là, c'est très différent de ministère à ministère. Vous avez des ministres qui disent, naturellement, on va à l'amendement, on va au débat en plénière, et puis après, il y a un vote, et puis on voit les choses. Et il y a des ministres qui contournent quand même cette liberté fondamentale des parlementaires aujourd'hui d'amender. Enfin, en tout cas, qui indiquent qu'ils préféraient qu'il n'y ait pas d'amendement sur tel et tel texte. Donc, il y a un vrai sujet. Et en tant que parlementaire national, on se dit que on ne peut pas être pris à défaut de loyauté ou d'un gouvernement ou d'un président au motif qu'on amende sur des sujets qui par ailleurs peuvent être des sujets sur lesquels on considère qu'on a une valeur ajoutée, etc. Et aujourd'hui c'est très compliqué, vous avez une mécanique infernale, vous avez d'ailleurs vu les premiers textes, comme dans toutes, ça a été le cas quand Nicolas Sarkozy est arrivé aussi au pouvoir, qui sont des textes qui passent sur la procédure d'urgence. La procédure d'urgence ne permet pas, enfin objectivement, un contrôle démocratique par les parlementaires. Même si là, on voit que les semaines de contrôle du gouvernement s'organisent un peu mieux que ce qui était le cas, nous dit-on, précédemment, et où là on a vraiment ou des auditions de ministres pour nous dire comment se mettent en place les politiques que nous avons décidées. Bon, là il y a des semaines de contrôle qui s'organisent un peu mieux, mais globalement, franchement, sur les textes qui sont soumis à l'Assemblée nationale en urgence, comment vous faites pour aborder les tenants et les aboutissants d'un texte en 15 jours, ce qui est un peu différent pour les textes qui aujourd'hui viennent en discussion. Par exemple, l'acte 3 de la décentralisation ou la loi bancaire, là il y a eu sujet d'aller-retour, on a auditionné souvent les ministres, on a pu échanger, mais sur les premiers textes, procédure d'urgence, parlementaires n'aiment pas ça. Hein. Notamment sur les textes, je crois que le MES est passé en procédure d'urgence, TSCG. Le MES aussi il me semble à l'époque.
Peut-être. Après, c'était une autre législature, c'était pas nous, donc, mais je crois qu'à l'époque aussi, sur les sujets un peu importants comme ça, bizarrement, c'est des sujets qui vont très vite. Tout le temps, tous les traités, le traité de Lisbonne, il est passé en urgence. Oui, le TSCG est passé. Oui, en plus, le TSCG a une particularité. Oui, mais alors, après, c'est l'organisation du débat, parce que le TSCG n'a aucune possibilité d'amender. Vous êtes bien d'accord, enfin, voilà, on avait un traité soumis à ratification. Donc là, tout le travail législatif, un peu de fourmi, sur un amendement, enfin voilà, les amendements n'étaient pas possibles. Donc après, c'est la longueur du débat, peut-être, qui aurait dû être. Par contre, sur le MES, c'est passé en procédure d'urgence. On aurait pu avoir un travail parlementaire français. On a vu les Allemands qui ont voté une loi sur le lien entre le Bundestag et le gouvernement pour justement les négociations qui se tiennent au sein du MES. Ici, on n'a rien eu. On a voté un traité MES, mais on n'a pas... Non, mais je vous assure que pour rencontrer souvent des parlementaires, SPD d'ailleurs, mais aussi CDU et CSU, du Bundestag, ils ont ça dans les gènes. L'Europe, c'est quelque chose qui est consubstantiel de leur débat national, beaucoup plus que chez nous. Même si ça s'accroche un peu plus. Parce que ça n'est pas, excusez-moi de vous couper, mais ça n'est pas un sujet européen, le mécanisme non, mais pas forcément le mécanisme européen, mais de manière générale. Non, là, typiquement, on parlait du mécanisme et on voit la différence d'interprétation du traité entre les Allemands et les Français. Il y en a qui vont dire, bon, globalement, c'est des questions budgétaires. C'est-à-dire, on va prendre de l'argent sur le budget allemand. C'est même pas une question européenne, c'est une question financière, budgétaire, allemande. Et donc le Parlement explique que le ministre, bien entendu, représente l'Allemagne au niveau du Conseil des gouverneurs dans le mécanisme européen de stabilité, mais ne peut pas faire ce qu'il veut du budget allemand. C'est pas possible qu'ils disent, là je mets 17 milliards. Ah, mais ça, on est d'accord. Alors ce qui se passe, c'est qu'en France, il n'y a pas de mandat qui est donné au préalable pour dire, Monsieur Moscovici, vous vous arrêtez au maximum à 60 milliards, on ne veut pas que vous alliez plus loin parce que pour des raisons de financement, cette année, on ne parle. Non, mais quand ça, c'est un sujet particulier, mais de manière générale, par exemple, moi je trouve choquant, enfin je le dis, non pas parce que j'en étais la rapporteure, mais que la question du PSR, du prélèvement sur recettes, qui est donc la contribution nationale au fonctionnement de l'Union européenne, soit passée à l'article, je crois, 44 du PLFR, du projet de loi de finances, peut-être non pas rectificatif, du projet de loi de finances. Voilà, l'intervention auprès de l'Union européenne, ce sera 22 milliards. Non mais, enfin, et ça en Allemagne, ça passe pas comme ça. Nous, ça fait 5 minutes de débat. Vous aviez 2 amendements de suppression, je crois, qui venaient du Front National et d'un ou deux souverainistes. Et terminé. Fin de l'histoire. 5 minutes au Parlement, à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, est-ce que... Alors, vous pouvez expliquer du coup... Donc on a demandé d'ailleurs à ce qu'il y ait un débat particulier. Ouais, et quelles sont vos marges de manœuvre pour gérer ça? Parce qu'après, si j'ai bien compris, ça dépend... On a saisi la conférence des présidents. C'est surtout la négociation du budget européen qui va dire... Non mais ça n'empêche pas... Non mais attendez, ça n'empêche pas d'en parler. Ah non, bien sûr, ça n'empêche pas d'informer. Enfin, aujourd'hui, on n'en est même pas à ce stade. Un budget en baisse, c'est une contribution française en baisse. Mais on n'a même pas de contrôle préalable, mais on n'a pas de contrôle a posteriori. Non, vous avez les jaunes de Bercy. Voilà. Vous avez tous les documents où là, vous avez un détail à l'euro près de qui donne quoi au plan européen, quel est le taux de retour de la France. Vous l'avez après exécution budgétaire, mais ça pourrait nécessiter débat, de dire voilà combien on a mis, la politique agricole commune, voilà, peut-être qu'on peut remobiliser plus pour financer tel et tel. Mais là, il n'y a pas ce débat-là en France. Il n'y a pas ce débat-là. Et c'est 22 milliards d'euros. Et on pourrait se dire, y compris d'ailleurs, il y aurait pu avoir un débat qu'on aurait pu comprendre, d'options différentes entre est-ce qu'on met les 22 milliards comme d'habitude, est-ce qu'on demande à les réduire. On aurait pu avoir cette option-là, nous, en anticipation du futur cadre financier pluriannuel. On ne l'a pas eu. 5 minutes de discussion générale, personne ne rebondit. C'était sur le projet de loi de finances qui a, je crois, défiscalisé les heures sup, sur lesquels il y a eu un certain nombre de sujets médiatiques. C'est passé... Certes, ça a coûté de l'argent, mais les 22 milliards, ils sont passés sans débat. Donc c'est bien pour dire que l'Assemblée, elle n'est pas européenne dans son mode de fonctionnement. Pas encore. Même si je trouve que les choses s'améliorent. Et puis, depuis juin, il y a un certain nombre de députés qui sont très sensibilisés sur les sujets européens et qui disent il faut peut-être revoir les choses. On a saisi la conférence des présidents pour avoir un débat sur la question du prélèvement sur recettes. Mais ça ne se fera pas en quelques jours. Mais la perception de l'Europe en France, souvenez-vous, quand ça nous va, on dit que c'est l'État français qui a joué des gros bras pour obtenir les choses à Bruxelles, et quand ça ne nous va pas, alors que la décision se fait exactement dans les mêmes conditions, on explique que c'est Bruxelles qui nous a imposé une norme, à laquelle on a participé, mais ça on oublie de le dire à la population. Les Allemands n'ont pas du tout cette espèce de dualité ou de tête à... Oui, voilà, ils ne fonctionnent pas comme ça. Eux, il y a ce qui se décide à l'Europe, il y a ce qui se décide
au plan national. Il y a ce qui est combiné, ils expliquent les choses, et quand c'est mauvais, ils disent pas regardez, c'est méchant Bruxelles, et quand ils font les choses bien, ils disent regardez, c'est Madame Merkel. C'est pas du tout comme ça que c'est retraduit dans la presse allemande, par exemple. Quand vous lisez la presse allemande, c'est pas ça. Nous, c'est un peu ça. Donc ça, c'est... Oui. Non, mais moi, je ne crains pas, l'initiative populaire. Donc c'est-à-dire que potentiellement, après dans une... Non mais après, par exemple, à la Commission européenne, c'est la Commission qui juge ou pas si elle se saisit du dossier et si elle en fait un texte. Tout à fait. Donc il faut quand même laisser une appréciation aux autorités compétentes, en l'occurrence peut-être à l'Assemblée nationale. Après, que l'initiative populaire soit forcément encadrée par les parlementaires, non. Ça peut être un vrai paradoxe des tenants de la démocratie directe que de mettre un peu à genoux les représentants du peuple qui est le Parlement. Simplement, moi, pour pratiquer dans ma vie une forme de démocratie participative, c'est pas direct, etc., notamment sur tous les sujets difficiles, je trouve que c'est... On n'a rien à... On n'a pas à craindre ce qui pourrait venir des citoyens. Moi, je ne suis pas sur cette modalité-là. Simplement, si l'initiative des citoyens, c'est d'expliquer qu'il faut moins de pouvoir au Parlement, qu'il faut peut-être rendre de légitimité en conflit, non, ça me paraît pas intéressant. Si c'est dans la proposition vers un avenir du pays un peu meilleur et que les parlementaires n'auraient pas eu, ouais, pourquoi pas. Mais je trouve qu'il ne faut pas opposer des légitimités, parce que alors pour le coup, après ça pose la question de la représentation nationale qui n'est jamais parfaite, et on l'entend, mais qui reste quand même le meilleur système qu'on ait jamais pu envisager à ce stade. Alors j'en finirai par là, quand vous dites qu'il ne faut pas opposer les légitimités, typiquement en Suisse, ils ont ce qu'on appelle le référendum veto, c'est-à-dire une loi qui passe par le Parlement, les gens n'aiment pas, ils votent et ils peuvent l'annuler. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous choquerait en France, ou que vous pensez légitime? Enfin moi globalement la Suisse n'est pas mon, à plusieurs égards, et vraiment pas... La Californie marche pareil. Ouais, je suis pas sûr que ce soit non plus mon modèle. D'accord. Non mais vous voyez, c'est la française, c'est ça que je veux vous dire. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment poser le cadre d'une meilleure association des citoyens, moi je suis assez d'accord. Et peut-être aussi, ça doit interroger le travail du parlementaire, certainement faire plus redescendre ce qu'il décide à Paris au plan local, organiser des concertations, moi je fais ça beaucoup et j'aime beaucoup. Il faut bien peser. Bon, mais pas foncièrement contre, mais je pense qu'il faut un vrai filtre. Regarder quand même. Voilà. Et que la manière dont l'Union européenne, qui après moult études a organisé son initiative citoyenne, me semble être un bon mode. Vraiment. D'accord. Un bon mode. Venant de régions, pour aussi avoir une forme de petite initiative citoyenne organisée dans ce cadre-là, c'est bien. Avec un filtre qui doit exister. Bien sûr. Oui, il n'y a pas question de ne pas mettre de filtre. Hein, c'est juste... Non mais voilà. Non mais après, parler avec les citoyens, entendre ce qu'ils ont à nous dire et le faire de meilleure manière aujourd'hui et sans filtre des médias, moi ça me va. D'accord.